Je m'appelle Paula Kerry. À 32 ans, je détiens le grade de capitaine dans l'armée des États-Unis. Mais aujourd'hui, je n'étais que la fille du général à la retraite Thomas Kerry. Alors que j'entrais dans le palais de justice fédérale, ma mère n'a même pas essayé de cacher son sourire narquois. Elle s'est penchée à l'oreille de mon père, sa voix sifflante et venimeuse, mais assez forte pour que je l'entende. Regarde là, Thomas. Elle ressemble à un chien errant, qui s'est traîné depuis le désert. Nous aurions dû la laisser là-bas. La douleur était un éclat d'obus familier dans ma poitrine, mais j'y étais habitué. Il y a 7 ans, le jour de Thanksgiving, juste après que mon père eut pris sa retraite et pris la direction de l'entreprise, il a levé un verre de vin et a déclaré, devant 20 membres de la famille, « Mon fils est l'avenir de cette famille. » Puis, il s'est tourné vers moi, ses yeux froids comme de la glace. Elle, en revanche, n'est qu'une honte pour le nom de cette famille. Une honte. C'était le mot qu'ils avaient utilisé pour marquer ma vie au fer rouge. Mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils m'ont élevé dans la discipline militaire. Et dans mon monde, il n'y a aucune honte qui ne puisse être lavée par la vérité. Même si cette vérité doit être exposée par un acte de guerre. Si vous avez déjà été traité comme un étranger par votre propre famille, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous maintenant, car cette histoire est pour tous ceux qui ont un jour été qualifiés de honte. La justice approche. Le palais de justice fédérale Barrett Prettyman à Washington D.C. est censé être une cathédrale de la justice, bâtie de calcaire et de marbre imposant, pour vous faire sentir petit face à la loi. Mais, alors que je franchissais les portes en chaîne de la salle d'audience 18, cela ressemblait moins à un temple qu'à un bassin rempli de requins. L'air était lourd, imprégné de l'odeur de l'argent. Et les requins tournaient en costume cousu main. Ils étaient les superprédateurs de la capitale, lobbyistes, avocats et magouilleurs politiques. Au centre, trônant à la table de la défense parfaitement cirée, se trouvaient les 2 grands requins blancs. Mon père, le général à la retraite Thomas Kerry, désormais puissant PDG de Kerry Défense Solutions. Et ma mère, Eleanor, une femme qui avait érigé la cruauté au rang de grand article. Mon père avait tout l'air d'un PDG. Ses cheveux argentés parfaits, sa mâchoire serrée, avec cette même autorité qu'il utilisait autrefois, pour commander une division. Ma mère était assise à ses côtés, dans un tailleur Chanel à baleine. Sa posture était une arme d'élégance calculée. Ils n'étaient pas seulement des parents. Ils formaient un partenariat stratégique. Et j'étais la cible hostile, qu'ils étaient venus neutraliser. Leur avocat principal, un homme nommé Sterling, dont le sourire était aussi glissant que la pommade dans ses cheveux, m'a repéré de l'autre bout de la pièce. Il s'est penché vers son jeune associé, et avec un sourire narquois et méprisant, a murmuré, « Le mouton prodigue est de retour au bercail. » Tous les regards de la salle se sont posés sur moi. Ils ont vu mon simple tailleur noir, mon chignon strict. Mes cheveux d'un blond cendré étaient tirés vers l'arrière, tout comme la ligne rigide de mes épaules. Ils ont vu un soldat qui n'était pas à sa place. Je les ai tous ignorés. Ma formation à West Point, et dans les paysages étouffés par la poussière d'Afghanistan, m'avait appris à opérer en territoire ennemi. C'en était le cœur même. J'ai commencé mon avancée, vers la table de la plaignante. Chaque pas mesuré, ma respiration contrôlée. Alors que je passais devant la table de la défense, ma mère a fait son premier mouvement. Elle ne m'a pas regardé. Au lieu de cela, elle a sorti un délicat éventail en soie de son sac Hermès, et a commencé à s'éventer, avec une théâtralité exagérée. « Mon Dieu !» a-t-elle déclaré à l'Assemblée. Sa voix, portant avec une clarté parfaite, dans le silence de la pièce. Cette odeur de poudre et d'échec, c'est tout simplement suffocant. Les mots étaient une frappe ciblée. La poudre à canon, l'odeur du service, du sacrifice. Et l'échec. L'étiquette qu'elle avait collée, sur toute ma carrière. Elle avait pris tout ce que j'étais, et l'avait transformé en quelque chose de honteux. J'ai entendu une inspiration collective, un bruissement de chuchotement. L'humiliation était maintenant publique. Exactement comme elle l'avait prévu. J'ai senti une vague de chaleur, grimper le long de mon cou, et brûler mes joues. Mais mon expression est restée un masque de neutralité. Respire, Kerry. Me suis-je dit. Contrôle ton secteur. Ne leur donne pas de cible. Mais la deuxième attaque, celle qui a vraiment fait mouche, fut celle d'un silence absolu. Mon père,
le général Kerry ne m'a même pas accordé un regard. Il était tourné à moitié sur son siège, plongé dans une conversation avec un membre du Congrès, assis au premier rang. Il a ri de quelque chose que l'homme a dit. Un rire profond, détendu, qui résonnait de camaraderie et de pouvoir. Il faisait des gestes avec ses mains, sa chevalière en or accrochant la lumière. Comme si je n'existais pas. Comme si sa propre fille, debout à 3 mètres de là, dans une salle d'audience fédérale, n'était rien de plus qu'un meuble. Cette indifférence froide et délibérée était plus brutale que n'importe quelle insulte. C'était une déclaration qui hurlait « Tu n'es rien. Tu ne comptes pas. » Je me suis revu à 10 ans. Mes doigts endoloris, après avoir poli les cuivres de son uniforme de cérémonie pendant 1 heure. Désespéré d'obtenir ne serait-ce qu'un seul signe d'approbation. Il m'avait ignoré alors, aussi. En route pour un appel téléphonique important. Maintenant, des décennies plus tard, rien n'avait changé. Je l'ai regardé, lui, ce puissant PDG, se prélassant dans l'éclat de son nouveau royaume. Et je ne voyais plus mon père. Je voyais un étranger. J'ai atteint ma destination, la table simple et vide réservée à la plaignante. Mon avocat n'allait pas arriver, avant 10 bonnes minutes. Un coup calculé de leur part, j'en étais sûr. Pour me laisser exposer. Je ne me suis pas assise. S'asseoir reviendrait à accepter une position de repos. Au lieu de cela, je me suis tenu au garde à vous. Mes mains jointes derrière le dos, la colonne vertébrale droite. Mon regard a balayé la pièce. Identifiant les sorties, évaluant les menaces par instinct. Mes yeux se sont finalement posés sur le banc du juge. Et sur l'homme assis là. Le juge Miller. Un nom que je connaissais de mes recherches. Mais, c'était son histoire qui comptait. Colonel à la retraite, du corps des marines des États-Unis. Un vétéran de Fallujah. Pendant une fraction de seconde, son regard s'est levé de ses papiers, et a croisé le mien. Il n'y a eu aucun sourire, aucun signe évident de reconnaissance. Mais dans ce bref échange de regards, j'ai ressenti une étincelle de compréhension. Une communication silencieuse, entre 2 personnes qui avaient prêté le même serment. Qui vivaient selon un code, que mes parents avaient abandonné depuis longtemps, au profit du gain et du prestige. C'était tout le soutien dont j'avais besoin. J'ai lentement tourné la tête, fixant mon regard directement sur mes parents. Les chuchotements dans la pièce se sont éteints. Ils me regardaient tous les deux, maintenant. Leurs expressions étaient un mélange d'agacement et de mépris. J'ai laissé le silence flotter dans l'air un instant. Une pause tactique. Puis, j'ai parlé. Ma voix était posée, dépourvue de la douleur et de la rage, qui bouillonnaient en moi. Aussi claire et froide, qu'un ordre donné par un matin glacial. Général Kerry. Madame Kerry. Je me suis adressé à eux par leurs titres officiels. Traçant une ligne dans le sable. Je ne suis pas ici aujourd'hui, en tant que votre fille. J'ai laissé cela s'imprégner, observant la surprise se lire sur leur visage. Je suis ici, en tant qu'officier de l'armée des États-Unis. Exécutant une mission retardée. J'ai fait une pause, laissant chaque mot atterrir avec précision. La mission s'appelle justice. Je me suis alors détourné d'eux, faisant face à l'avant. Mes yeux se fixant sur le grand drapeau américain. Se dressant fièrement à côté du banc du juge. La bannière étoilée, le symbole de tout ce que j'avais juré de protéger. J'ai prêté serment de défendre la Constitution, contre tous les ennemis, étrangers et intérieurs. Mais, on ne vous prépare pas à cela, à West Point. On ne vous enseigne pas le protocole approprié, dans le manuel de terrain. Qui vous défend, quand l'ennemi porte votre nom, votre histoire, votre sang? Ma déclaration de guerre, dans cette salle d'audience, ne découlait pas d'un seul moment de trahison. Elle avait été forgée 7 ans plus tôt. Dans le creuset d'un Thanksgiving, qui ressemblait plus à des funérailles. Aux funérailles de la fille, que je croyais être. C'était en novembre. Et j'étais première lieutenante, en permission. Traversant en voiture les grilles dorées, du domaine de ma famille à Potomac, dans le Maryland. L'immense manoir en briques, les pelouses impeccables, saupoudrées du premier givre. C'était l'image de la réussite américaine. Mais, en franchissant la porte, l'atmosphère m'a paru fausse. Mon père avait pris sa retraite quelques mois auparavant, échangeant ses étoiles de général,
contre un titre de PDG. Et l'air même de la maison avait changé. Le parfum réconfortant et discipliné des bottes en cuir ciré et de l'aftershave de mon père avait disparu. Il avait été remplacé par l'odeur piquante et métallique de l'argent frais et le murmure incessant des appels d'affaires. J'étais revenu avec un discret sentiment d'espoir. Quelques mois plus tôt, alors que mon père portait encore l'uniforme. Un problème logiciel critique dans le projet prometteur, un système de défense phare de Kerry Défense, avait menacé de faire dérailler un contrat d'1 milliard d'euros. Depuis mon poste, j'avais identifié la faille. J'avais utilisé des canaux non officiels. Et j'avais fourni la solution anonymement à l'équipe d'ingénieurs. C'était un acte de loyauté silencieux. Non seulement envers l'entreprise familiale que mon grand-père avait bâtie, mais aussi envers le père que je respectais encore. Maintenant qu'il était officiellement PDG, je nourrissais l'espoir naïf que ma contribution pourrait enfin être reconnue. Que je pourrais enfin obtenir ce signe d'approbation que j'avais poursuivi toute ma vie. Mais, j'ai vite appris que, dans le nouveau monde de mon père, mon sens de l'intégrité n'était pas un atout. C'était un fardeau. Avant le dîner, j'étais dans la bibliothèque, à la recherche d'un livre. Quand j'ai entendu la voix de mon père, résonner depuis le salon d'à côté. Il tenait un verre de scotch, et parlait à mon oncle. Tu vois, Jim, disait-il, le ton dégoulinant de satisfaction. 30 ans de service pour ce pays, m'ont donné quelque chose d'inestimable. Des accès. Maintenant, il est temps de monétiser ces accès. Ce n'est pas de la corruption. C'est juste du bon sens des affaires. Il parlait des portes tournantes. Ce mécanisme typiquement washingtonien, pour transformer le service public en richesse privée. Il en parlait comme d'une transition naturelle. Un avantage bien mérité. Une vague de nausées m'a envahi. Je me sentais physiquement malade. L'héritage que mon grand-père, le général Marcus Kerry, avait bâti sur l'honneur. Sur la création du meilleur équipement possible, pour protéger les soldats américains. Était en train d'être systématiquement démantelé. Il était transformé en un distributeur de billets, alimenté par des accords en coulisses et des relations douteuses. C'est à cet instant, en l'écoutant se vanter, que j'ai compris une vérité froide et implacable. Moi, avec mon code de déontologie militaire rigide, je n'avais pas ma place dans cette nouvelle version de l'héritage Kerry. Je n'étais pas seulement sans importance. J'étais une menace. Plus tard, nous nous sommes tous rassemblés, dans la salle à manger formelle. La table en acajou de 6 mètres, un chef-d'œuvre conçu par ma mère, était dressée avec de l'argenterie étincelante, des verres en cristal, et une magnifique dinde rôtie en son centre. L'air était chaud, parfumé de sauge et de thym. Et la pièce baignait dans la lueur douce et indulgente des bougies. C'était l'illusion parfaite de la famille, de la chaleur, de la gratitude. Après le plat principal, mon père s'est levé, tapotant son verre avec une fourchette. Le silence est tombé sur la vingtaine de membres de la famille présents. Il a levé son verre en cristal, la couleur ambrée de son vin accrochant la lumière. Je voudrais porter un toast, a-t-il commencé. Mais ce n'était pas un toast de remerciement. C'était une annonce. En tant que nouveau PDG de Kerry Défense. C'est avec une grande fierté que je vous annonce que mon fils Ethan rejoindra l'entreprise en tant que nouveau vice-président exécutif. Une vague d'applaudissements enthousiastes a éclaté autour de la table. Mon frère Ethan s'est pavané, acceptant les félicitations avec un sourire suffisant. J'ai applaudi avec eux. Un mouvement creux et mécanique. Puis, la pièce s'est calmée. Et le regard de mon père a dévié, se posant sur moi. La chaleur a disparu de ses yeux, remplacée par une froideur glaciale, qui m'a glacé jusqu'aux os. Nous avons aussi Paula, a-t-il dit. La pause avant mon prénom était une insulte délibérée. Elle est, bien sûr, très compétente techniquement. Il a laissé cette faible louange flotter dans l'air un instant. Avant d'asséner le coup de grâce. Mais elle est trop rigide. Trop idéaliste. Un bon officier, j'en suis sûr. Mais pas un joueur d'équipe. Il a de nouveau adressé la parole au reste de la table, me rejetant comme si je n'étais qu'une simple note de bas de page. Mon fils, a-t-il déclaré, la voix gonflée de fierté, est l'avenir de cette famille. L'avenir de cette entreprise. Puis, il m'a regardé une dernière fois.
Les yeux vides de toute émotion, à part un sentiment d'irrévocabilité. Il a rendu le verdict, qui allait résonner dans mon esprit, pendant les 7 années suivantes. Elle, en revanche, n'est qu'une honte, pour le nom de cette famille. Silence. Un silence épais, suffocant. Pas un seul de mes tantes, oncles ou cousins n'a croisé mon regard. Ils ont juste fixé leurs assiettes. La tarte à la citrouille, si parfaitement disposée. Soudainement fascinés, par leur fourchette à dessert. À ce moment-là, ils étaient tous complices. Mon humiliation était complète. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. La douleur était trop profonde pour ça. C'était un vide. Un vide soudain et total. À l'endroit où se trouvait autrefois, l'amour d'une fille pour son père. J'ai soigneusement posé ma serviette sur la table, repoussé ma chaise et me suis levé. Le bruit de grattement du bois contre le sol, était le seul son dans la pièce. Je suis sorti de la salle à manger, j'ai remonté le long couloir en marbre, et j'ai franchi la porte d'entrée. Dans le froid mordant, de cette nuit de novembre. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a appelé mon nom. Je suis monté dans ma voiture, et j'ai simplement roulé sans but, sur les routes sombres et sinueuses de Potomac. Les maisons parfaites et immenses, avec leur lumière chaude et accueillante, me semblaient être une insulte. J'ai allumé la radio. Désespéré de trouver n'importe quel son, pour remplir le silence écrasant dans ma tête. Une voix de femme, chaleureuse et posée, a rempli la voiture. Et ce que la recherche nous montre, c'est que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, a-t-elle dit. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. C'est le courage de se montrer, et d'être vu. Quand on n'a aucun contrôle sur le résultat. Je me suis garé sur le bord de la route, le moteur au ralenti. Je ne le savais pas à l'époque, mais cette voix appartenait à une chercheuse nommée Brené Brown. Ces mots n'ont pas guéri la plaie béante, qui venait d'être ouverte dans mon âme. Ils ne le pouvaient pas. Mais ils m'ont donné autre chose. Ils m'ont donné une mission. Le courage de me montrer, et d'être vu. Un jour, me suis-je juré, dans l'obscurité glaciale de cette voiture. Je me montrerai. Et je les forcerai tous, à me voir enfin. Les mots de Brené Brown m'avaient donné une mission. Mais le courage ne paie pas le loyer. Le lendemain de ce Thanksgiving, mon exil est devenu officiel. Ma mère, dans un ultime acte de cruauté administrative, a fait bloquer mes cartes de crédit, et m'a coupé l'accès à nos comptes familiaux. Le message était clair. J'étais renié, non seulement émotionnellement, mais aussi financièrement. J'étais livré à moi-même. Avec les quelques centaines d'euros en liquide, que j'avais dans mon portefeuille. J'ai trouvé un minuscule appartement sous les toits à louer, dans un bâtiment en briques délabré à Arlington, en Virginie. C'était tout ce que je pouvais m'offrir. La pièce avait des plafonds mansardés, contre lesquels je ne cessais de me cogner la tête. Et une seule fenêtre, qui donnait sur une ruelle crasseuse. L'air y était perpétuellement rance, sentant la poussière et le désespoir. Dans le domaine de mon père, il y avait une cave à vin climatisée, qui valait plus que tout ce bâtiment. Mais ici, dans le silence étouffant de ces 4 murs. En écoutant le radiateur siffler et claquer tout au long de la nuit. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. L'air y était rare et pauvre, mais c'était le mien. Mon alimentation est devenue une rotation monotone, de nouilles ramen instantanées, de craquelins salés. Et de beurre de cacahuète, mangé directement dans le pot, avec une cuillère en plastique. Les tiraillements de la faim étaient une douleur sourde et constante dans mon estomac. Un rappel physique, de ma nouvelle réalité. J'ai perdu un poids que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Et des cernes sombres se sont formées sous mes yeux, comme des ecchymoses. J'étais à la dérive, mais je n'étais pas brisé. J'étais un soldat. Je savais comment survivre. Ma première priorité était d'assurer mes arrières. Mes parents, non contents de m'avoir renié, avaient lancé une campagne de dénigrement. Suggérant subtilement à leurs contacts au Pentagone, que j'étais instable. Un risque potentiel pour la sécurité. Pour riposter et blanchir mon nom. J'avais besoin d'un avocat. Et les avocats coûtent de l'argent. Que je n'avais pas. J'ai donc commencé, une double vie épuisante. Le jour, j'étais la capitaine Paula Kerry. Officier du renseignement au Pentagone. J'arrivais au service à 5 heures du matin.
Mon uniforme parfaitement repassé. Mes bottes luisantes. Mon visage, un masque impassible. J'endurais les regards méfiants de mes collègues. Et les questions pointues de mes supérieurs. Exécutant mes tâches avec une précision sans faille. Sachant que la moindre erreur serait utilisée comme munition contre moi. La nuit, je n'étais plus que Paula. Un fantôme, voûté sur un ordinateur portable, dans un grenier glacial. J'avais trouvé un emploi en freelance, traduisant des manuels techniques complexes pour un petit cabinet d'ingénierie. Ce travail était d'un ennui assommant, mais il était anonyme, et payé en espèces. Mes soirées se prolongeaient jusqu'au petit matin, soutenues par un café noir, amer et bon marché. Que je préparais, dans une cafetière d'occasion. 4 heures de sommeil devinrent un luxe. La solitude était une présence physique dans la pièce. Une lourde couverture, qui menaçait de m'étouffer. Dans mes moments de plus grande faiblesse. L'image des yeux froids de mon père, et du sourire moqueur de ma mère, me traversait l'esprit. Et ce souvenir, autrefois source de douleur, devint un puissant stimulant. C'était un carburant. Cela me permettait de tenir bon. Un mardi soir, ma vieille Honda Civic a craché et s'est arrêtée. Sur le bord de la George Washington Parkway. Il pleuvait, une bruine misérable et glaciale. Assise là, les feux de détresse clignotant. Essayant d'obtenir une dépanneuse au téléphone. Une élégante berline Mercedes noire s'est arrêtée à côté de moi. La vitre teintée s'est abaissée, révélant le visage d'Arthur Vance. L'un des plus anciens partenaires commerciaux de mon père. Il m'a regardé de la tête aux pieds. Notant mon manteau détrempé, et ma voiture en panne. Un sourire narquois, condescendant et apitoyé. S'est dessiné sur ses lèvres. Tiens, tiens. Capitaine Kerry, dit-il, la voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. J'ai entendu dire que vous aviez de petits ennuis. Besoin d'un coup de main. Son offre n'avait rien à voir avec de l'aide. Il s'agissait d'une humiliation. C'était un jeu de pouvoir. J'ai cru comprendre que vous étiez entre deux domiciles, a-t-il poursuivi, visiblement amusé. Si jamais vous avez besoin d'un travail, disons, plus accommodant. Appelez-moi. Il a fait un clin d'œil, l'allusion étant d'une clarté répugnante. Mon instinct premier me criait de libérer la fureur qui se nouait dans mes entrailles. Mais, je me suis retenu. J'ai simplement resserré ma prise sur le volant. Mes jointures blanchissant. Et j'ai regardé droit devant moi, dans l'obscurité striée de pluie. Merci, monsieur Vance, ai-je dit, d'une voix plate et assurée. Je peux me débrouiller seul. Il a ricané. La vitre s'est relevée. Et la Mercedes a démarré en trombe, éclaboussant ma voiture d'une vague d'eau boueuse. Je suis resté là, un long moment. Sans bouger. Juste à respirer. Cette nuit-là, impossible de dormir. J'ai allumé la petite télévision dans ma chambre. Et, par hasard, je suis tombé sur un documentaire. C'était sur la vie de Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême. J'ai regardé, captivé par son histoire. Sa ténacité tranquille, son combat indéfectible contre l'injustice. Et puis, ils ont montré un extrait d'elle en train de parler. Sa voix frêle, mais ses mots, tranchants comme de l'acier. Battez-vous pour les choses qui vous tiennent à cœur, disait-elle. Mais faites-le d'une manière qui amènera les autres à vous rejoindre. Ces mots ont transpercé le brouillard de mon épuisement et de mon désespoir. C'était comme si on venait d'allumer la lumière dans une pièce obscure. J'avais fonctionné, purement à l'instinct de survie, nourri par la colère. Je me battais, oui, mais je me battais seul. Ces mots m'ont donné une nouvelle stratégie. Ma guerre ne pouvait pas être une attaque frontale et imprudente. Elle devait être une campagne de renseignement. Je n'avais pas besoin de crier pour être entendu. J'avais besoin de preuves. Et surtout, comme l'avait si sagement conseillé Feu la juge. J'avais besoin d'alliés. Je me suis levé, et je me suis dirigé vers le petit miroir fêlé, au-dessus de mon lavabo. J'ai regardé mon reflet, les yeux fatigués, le visage émacié. Mais ensuite, j'ai regardé mes mains. Ce n'étaient plus les mains douces et manucurées de la fille du général. La pulpe de mes doigts était calleuse à force de taper sur un clavier. Une petite coupure, faite en réparant le robinet qui fuyait, cicatrisait sur mon pouce.
C'étaient les mains d'une survivante. C'étaient les mains de quelqu'un qui reconstruisait une nouvelle vie. Brique par brique douloureuse. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu, non seulement ce qu'on m'avait pris, mais aussi ce que j'avais bâti à la place. Et j'ai su, avec une certitude ancrée au plus profond de moi, que j'étais prête pour la prochaine phase de la mission. La décision de monter un dossier contre ma propre famille a été prise dans le silence solitaire de mon appartement mansardé. Pendant des semaines, cette décision m'est apparue comme un fardeau solitaire. Un lourd sac à dos, que je devais porter seul en territoire hostile. J'ai passé mes nuits à élaborer des stratégies sur un tableau de liège. Des chronologies et des noms, reliés par un fil rouge. J'avais l'impression d'être une adepte de la théorie du complot, dans ma propre vie. Puis, une nuit, tout a changé. Il était presque minuit. Je fixais mon tableau, le réseau de noms et de connexions se brouillant devant mes yeux fatigués. Quand un coup sec a résonné à la porte de mon appartement. Je me suis figé. Mon corps s'est raidi. Mes sens instantanément en alerte maximale. Personne ne venait jamais ici. Personne ne savait même que je vivais ici. Je me suis déplacé en silence. Mes pieds nus ne faisant aucun bruit, sur les lattes froides du parquet. En regardant par le Judas, mon cœur battait la chamade, contre mes côtes. De l'autre côté de la porte, il y avait un homme, vêtu d'un simple sweat à capuche gris. Pendant une seconde, je ne l'ai pas reconnu. Puis, j'ai réalisé. Jake Evans, sergent de première classe, rangé de l'armée à la retraite. L'homme dont j'avais sauvé la vie, lors d'une fusillade à Kandahar. Son visage était encadré, par la lumière faible et vacillante du couloir. Et dans ses mains, il tenait un sac en papier marron, qui sentait légèrement le bacon et le café. J'ai déverrouillé les 3 serrures, et j'ai ouvert la porte. Il m'a offert un petit sourire fatigué. J'ai entendu dire que vous étiez dans le coin, a-t-il dit. Sa voix, un grondement sourd. J'ai pensé que votre rotation de rations de combat commençait à devenir un peu ennuyeuse. Il a levé le sac. Il portait le logo jaune vif d'un Waffle House. Je me suis reculé pour le laisser entrer. Un étrange mélange de méfiance et de soulagement m'envahissant. Il est entré dans ma chambre spartiate, sa présence remplissant immédiatement ce petit espace. Il a regardé le tableau de liège, les piles de documents, le simple matelas posé à même le sol. Mais son visage n'exprimait aucune pitié, aucune surprise, juste une évaluation silencieuse. Ce n'est pas grand-chose, ai-je dit. Ma voix était éraillée par le manque d'usage. C'est une base d'opérations avancée, m'a-t-il corrigé, en posant le sac sur le sol. Ça nécessite un peu de fortification, mais l'emplacement est sûr. Nous nous sommes assis sur le sol froid, les boîtes de repas à emporter étalées entre nous, comme une carte d'état-major. Il avait apporté des gaufres, des œufs brouillés et du bacon. Tant de bacon. Pour moi, après des semaines de ramen et de beurre de cacahuète. C'était le festin le plus extravagant que je puisse imaginer. La vapeur s'élevait de la nourriture, transportant une odeur de chaleur simple et honnête, qui a empli toute la pièce. Nous avons d'abord mangé, dans un silence confortable. Jake ne m'a pas pressé de questions, sur ma famille ou le procès. Il n'a pas offert de condoléances, ni essayé d'analyser la situation. Au lieu de cela, il a juste commencé à raconter des histoires. Il a parlé de notre époque en Afghanistan. Me rappelant cette âne ridicule, qui s'aventurait sur notre base. Ou cette fois, où une tempête de sable avait tout recouvert d'une teinte orange poussiéreuse, même notre café. Il a raconté de vieilles blagues, et donné des nouvelles des gars de notre unité. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai ri. Ce n'était pas un petit rire poli. C'était un vrai rire, venant des tripes. Qui m'a paru rouillé et inhabituel. C'était comme remonter à la surface de l'eau, après avoir été maintenu en dessous trop longtemps. Avec chaque histoire, avec chaque souvenir partagé. L'armure de glace, que j'avais construite autour de mon cœur, commençait à fondre. La présence de Jake était comme un petit feu de camp stable. Dans le paysage gelé de ma vie. Il ne me voyait pas comme une victime, ou une source de honte. Il me voyait comme son capitaine. Il me voyait comme un soldat. Quand la nourriture a été engloutie. Et que les boîtes vides ont été empilées sur le côté. Un calme silencieux s'est installé dans la pièce.
Le poids de ma réalité est revenu en force. Pourquoi es-tu vraiment ici, Jake, ai-je finalement demandé. Ma voix à peine un murmure. Il m'a regardé, le regard direct et inébranlable. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux. Seulement une loyauté féroce, que j'ai reconnue comme le fondement même du code du soldat. Province de Kandahar, a-t-il dit simplement. Ma jambe était fracassée. Nous essuyions des tirs nourris de 3 directions différentes. Je n'avais plus de munitions. Tu aurais pu te replier. Les ordres étaient de se replier. Il a fait une pause. Laissant le souvenir remplir l'espace entre nous. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as assuré un tir de couverture. Et tu as traîné mes fesses, jusqu'à la base. Tu m'as dit, on n'abandonne personne. Alors, a-t-il conclu, la voix baissant légèrement. Me voici, capitaine. Des larmes, dont j'ignorais même l'existence, m'ont piqué les yeux. Je les ai refoulés. En serrant la mâchoire. Puis, il a prononcé les mots qui ont tout changé. Les mots que j'avais désespérément attendus, de mon propre sang, de mon propre père. Et concernant cette connerie qu'on veut te mettre sur le dos, a-t-il dit. Gesticulant vaguement vers mon tableau de liège. Je n'en crois pas un mot. J'étais là. Je connais ton intégrité. Je te fais confiance. Je te fais confiance. 3 mots simples, d'un frère d'armes. Ils signifiaient plus que n'importe quelle justification juridique, ou règlement financier. C'était la reconnaissance dont j'avais été privé. C'était une bouée de sauvetage. Quand il a vu que je m'étais reprise, il a fouillé dans la poche de son sweat à capuche. Et en a sorti quelque chose de petit et noir. Une clé USB. Je ne suis pas seulement venu ici, pour t'apporter le petit déjeuner, a-t-il expliqué. L'ombre d'un sourire sur son visage. J'ai pris ma retraite il y a quelques années. J'ai monté une petite agence de détective privée. Avec un autre gars du 75e. Nous avons un certain ensemble de compétences. Il a tendu la clé USB. Quand j'ai appris que tu avais des ennuis, j'ai commencé à creuser. Juste une petite reconnaissance préliminaire. Il a déposé le petit bout de plastique et de métal, dans ma paume. Il m'a semblé incroyablement lourd. Ce n'est pas grand-chose, a-t-il dit. Faisant écho à mes propos, concernant l'appartement. Juste quelques irrégularités financières intéressantes. Que j'ai trouvées dans les déclarations publiques de Kerry Défense. Remontant à quelques années. Un point de départ. J'ai refermé ma main, sur la clé USB. Le métal froid, contrastant avec ma peau chaude. J'ai baissé les yeux vers elle, puis j'ai regardé Jake. Le nœud de solitude qui me serrait la poitrine, depuis si longtemps, a enfin, commencé à se desserrer. La mission n'était plus solitaire. Je n'étais plus seulement, une fille en disgrâce, menant une bataille sans espoir. J'étais un commandant. Et je venais de trouver, mon premier soldat. Quel est le prochain objectif, capitaine, a-t-il demandé. Ses yeux aiguisés et concentrés. Pour la première fois, j'avais une réponse. La clé USB que Jake m'avait donnée était la solution. Elle ouvrait une porte, vers le labyrinthe des affaires de mon père. Et pendant 2 semaines, nous avons travaillé sans relâche, depuis mon appartement mansardé, le transformant en un centre de commandement improvisé. Nous avons passé nos nuits à tracer des sociétés écrans, et des comptes offshore. Reliant des points qui formaient un tableau inquiétant d'avidité, et de corruption. Pour la première fois depuis le début de mon exil, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Je n'étais plus une victime, réagissant à leurs attaques. J'étais un agent, recueillant des renseignements, pour une contre-offensive. Puis, l'ennemi a fait son mouvement. Cela s'est passé un mardi matin. Un numéro inconnu est apparu, sur mon téléphone jetable. J'ai failli l'ignorer, mais mon entraînement a pris le dessus. Ne jamais refuser de renseignements. J'ai décroché. Paula, ma chérie. C'est ta mère. Sa voix était un mélange mielleux, de chaleur et d'affection. Que je n'avais pas entendu depuis des années. C'était tellement discordant avec son caractère. Que chaque nerf de mon corps, s'est mis en alerte maximale. Opération psychologique en cours. Ai-je pensé. Phase 1, désorientation. Je sais que nous avons une eau.
Malentendu, a-t-elle roucoulé. Ce mot était une litote magistrale, pour désigner la guerre qu'elle m'avait déclarée. Tu nous manques terriblement, à ton père et à moi. Nous nous disions, pourquoi ne pas déjeuner tous les trois, au Four Seasons, comme au bon vieux temps. Le Four Seasons à Georgetown. C'était un choix calculé. Ce n'était pas juste un restaurant. C'était un symbole. C'est là que nous célébrions les anniversaires, les promotions. C'était un lieu tissé dans la trame de mon enfance. Un endroit supposé de sécurité et de bonheur. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation à retourner sur leur territoire. Enveloppé dans le camouflage de la nostalgie. Une petite partie insensée de moi. Celle qui voulait encore une mère. A ressenti un pincement, s'apparentant à de l'espoir. Le reste de moi était plus lucide. Un officier du renseignement ne marche jamais délibérément, dans une embuscade. Mais, il ne refuse jamais non plus, une rencontre avec l'adversaire. J'y serai, ai-je dit. D'une voix neutre. Je suis entré dans la somptueuse salle à manger inondée de soleil, du restaurant. À midi pile. L'air était saturé du parfum cher, et du pouvoir discret. Ils étaient déjà là. Assis à une table impeccable, recouverte de lin blanc. Souriant comme si je n'étais qu'en retard de quelques minutes, pour un brunch dominical en famille. Mon père s'est levé pour m'accueillir. M'embrassant l'air près de la joue. Ma mère m'a serré la main. Son contact étonnamment ferme, ses ongles parfaitement manucurés. C'était une performance sans faille. Ma chérie, tu as l'air mince, a-t-elle dit. Sa voix teintée d'une inquiétude préfabriquée. Elle a commencé à évoquer des souvenirs. Ces mots peignant un portrait doux, concentré et idéalisé de notre passé. Tu te souviens, Paula? Juste sur ces marches, dehors. Ton père t'a appris à faire tes lacets. Il était si patient, n'est-ce pas? Nous étions une famille si heureuse, à l'époque. Un nœud s'est serré dans mon estomac. Elle utilisait mes souvenirs comme des armes. Prenant quelque chose de pur de mon enfance. Et l'utilisant, comme un outil de manipulation. C'était une technique classique de manipulation mentale. Créer un passé alternatif idéalisé. Pour faire croire que le présent douloureux, était de ma faute, une de mes aberrations. Tu as toujours été ma fille forte, a ajouté mon père. Sa voix, un grondement paternel grave. Un nom de code pour têtu, et difficile. A suppléé mon traducteur interne. Après que le serveur ait pris notre commande. Les amabilités se sont dissipées. Le véritable objectif de la mission a été révélé. Mon père a fait glisser, une fine boîte en velours bleu foncé, sur la table. Je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir. Je pouvais voir le lettrage argenté emblématique. American Express. À l'intérieur, je le savais. Se trouverait une carte Centurion. La carte noire. Crédit illimité. Pouvoir illimité. J'ai fait rétablir tes comptes, a-t-il dit. Son ton était celui d'un roi bienveillant, accordant une faveur, à un sujet égaré. Et il y a un nouveau condominium qui t'attend au Watergate. Entièrement meublé. Laissons ce malentendu derrière nous, Paula. Il est temps de rentrer à la maison. Ma mère s'est penchée en avant. Sa voix baissant, jusqu'à un murmure complice. Toutes ces vilaines allégations, les problèmes judiciaires. Nous pouvons tout faire disparaître. Comme si ce n'était jamais arrivé. Tout ce que tu as à faire, c'est de signer ça. Elle a sorti un élégant dossier en cuir. Et l'a poussé de l'autre côté de la table. À côté de la boîte. Je n'ai pas eu besoin de le lire en entier. Mes yeux ont balayé les titres. Accord de confidentialité. Renonciation à toute réclamation future, contre Kerry Défense Solutions et ses dirigeants. Le piège était refermé. L'image était maintenant limpide. Il ne s'agissait pas de réconciliation. Ils ne voulaient pas récupérer leur fille. Ils voulaient acheter mon silence. Ils avaient évalué ma situation. Ma pauvreté, mon isolement. Et en avaient conclu que mon honneur avait un prix. Une carte noire, et un condo au Watergate. Ils ont regardé mes 7 années de lutte. À construire une vie, sur les cendres de leur trahison. Et ils ont pensé, qu'ils pourraient tout effacer, avec un chéquier.
La dernière et fragile lueur d'espoir, en moi, s'est éteinte. Et à sa place, une colère froide et nette s'est embrassée. Ce n'était pas la rage brûlante et désordonnée d'un enfant blessé. C'était la colère concentrée et précise d'un soldat qui vient de voir les véritables intentions de l'ennemi. J'ai calmement plié ma serviette et l'ai posée sur la table. Je n'avais pas touché à ma nourriture. Je n'ai touché ni à la boîte en velours, ni au dossier en cuir. Je me suis levé, mes mouvements délibérés et contrôlés. J'ai regardé directement mon père, croisant son regard sans broncher. Mon grand-père, le général Marcus Carey, m'a appris ce qu'est l'honneur, ai-je dit. Ma voix était calme, mais portée d'un bout à l'autre de la table, avec une clarté absolue. Il m'a appris que c'est la seule chose qu'on se construit soi-même. Et la seule chose que personne ne peut vous enlever. À moins que vous ne la vendiez. J'ai laissé mon regard glisser vers ma mère, qui me fixait, son sourire parfait figé en place. Il n'aurait jamais vendu son honneur, ai-je poursuivi. Et moi non plus. Je me suis retourné, et me suis éloigné. Je n'ai pas couru. Je ne me suis pas retourné. J'ai traversé la salle à manger feutrée et élégante, passant devant les tables de l'élite de Washington. Le dos droit, la tête haute. Je sentais leur regard sur moi. Le silence stupéfait de mes parents était comme une force palpable derrière moi. Dehors, l'air de Georgetown était frais et vif. J'ai pris une grande inspiration. La première respiration pure de la journée. Je suis passé devant une poubelle publique au coin de la rue. Par impulsion, j'ai mis la main dans ma poche. J'en ai sorti la carte de visite en relief du Four Seasons, que l'hôtesse m'avait donnée. Et je l'ai jetée dans la poubelle. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone. Et j'ai composé le numéro de Jake. Il a répondu dès la première sonnerie. Jake, ai-je dit. Ma voix froide et dure comme de l'acier. C'est moi. Capitaine. Comment s'est passée la réunion? Ils viennent de commettre une erreur tactique, ai-je répondu. Une erreur fatale. Déclaré à Jake que mes parents avaient commis une erreur tactique. C'était un euphémisme. Ce n'était pas une erreur. C'était un acte d'agression. Ils avaient échoué à acheter mon silence. Alors maintenant, ils passaient à un nouveau niveau de guerre psychologique. J'ai passé les jours suivants en état d'alerte maximale, travaillant avec Jake pour déchiffrer les données de la clé USB, attendant leur prochain mouvement. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. L'attaque n'est pas venue sous forme d'assaut frontal, mais comme une exécution numérique et silencieuse. C'est arrivé dans ma boîte de réception un vendredi après-midi. L'objet du mail était inoffensif. Invitation, cérémonie de la bourse d'honneur du général Marcus Carey. Mon cœur a raté un battement. West Point. Mon alma mater. La bourse était une dotation que mon grand-père avait établie, décernée chaque année aux cadets qui illustraient le mieux les principes de leadership et d'intégrité. Au cours des 6 dernières années, depuis ma propre remise de diplôme. C'était moi qui l'avais remise. C'était le dernier lien avec l'héritage honorable de ma famille. Un devoir sacré que je chérissais plus que tout. Mes mains tremblaient légèrement en ouvrant l'email. C'était l'invitation officielle, estampillée de l'écusson de l'académie. J'ai parcouru les détails du programme, mes yeux cherchant mon nom sur la liste. Et puis, je l'ai vu. Bourse remise par Monsieur Ethan Carey. Ethan. Mon frère. Le larbin de l'entreprise. Incapable de différencier un fusil d'un râteau. C'était un coup de poignard en plein cœur. Il ne s'était pas contenté de m'écarter. Il m'avait remplacé par le symbole même de leur nouvel empire corrompu. Il m'effaçait de ma propre histoire. À l'endroit même où mon identité de soldat avait été forgée. Alors que je fixais l'écran. Mon téléphone a vibré, annonçant un message texte. C'était de ma mère. Il vaut probablement mieux que tu ne viennes pas, Paula. N'embarrasse pas la famille davantage. C'était fini. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le barrage de discipline et de retenue que j'avais passé 7 ans à ériger en moi a finalement cédé. La colère froide et calculée que j'avais nourrie s'est transformée en une rage brûlante et incontrôlable.
Toute la douleur. Toute l'humiliation. Toutes les nuits de solitude et les luttes silencieuses se sont concentrées en un seul point explosif. Je n'ai pas réfléchi. J'ai agi. Mes doigts ont volé sur l'écran de mon téléphone, composant le numéro de mon père. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix, calme et condescendante. Paula, à quoi dois-je ce plaisir? Pourquoi? Le mot est sorti, comme un murmure étranglé. Tout l'air meillant était chassé des poumons. Il y a eu une pause. Je pouvais entendre le faible tintement des glaçons dans un verre. La bourse est destinée aux personnes qui représentent l'honneur, Paula, a-t-il dit. D'un ton exaspérant de raison. Ce n'est tout simplement pas toi, en ce moment. Il est temps que tu l'acceptes. Quelque chose a cassé en moi. Un rire amer et rauque s'est échappé de mes lèvres. L'honneur, ai-je répété. Le mot ayant le goût de cendre dans ma bouche. Tu vas me faire la leçon, sur l'honneur? Toi. L'homme qui transforme l'héritage de mon grand-père en une petite entreprise sordide, pour tes copains de golf. L'homme qui a rejeté sa propre fille. Parce qu'elle refusait d'être complice de ta corruption. Surveille ton ton, capitaine, a-t-il averti. Sa voix se durcissant. Mais j'en avais fini de surveiller mon ton. J'en avais fini d'être la fille docile et sage. Les vannes étaient ouvertes. Non, c'est toi qui vas m'écouter, ai-je grondé. Ma voix, descendant dans un registre qu'il ne m'avait jamais entendu utiliser. Ce n'était plus la voix de sa fille. C'était la voix d'un commandant sur le terrain. À quelques secondes, d'ordonner une frappe d'artillerie. Écoute très attentivement, général. J'ai utilisé son grade comme une arme. Tout comme il avait utilisé le mien, pour me rabaisser. J'ai entendu, une brusque inspiration, à l'autre bout du fil. Ta guerre n'est pas, avec la jeune fille au cœur brisé, que tu as chassée il y a 7 ans. Ta guerre est avec la capitaine Paula, de l'armée des États-Unis. Tu as violé tous les codes d'honneur, que nous avons juré de défendre. Tu as trahi l'héritage d'un grand soldat. Pour le profit. Et moi. En tant que dernier soldat loyal du général Marcus Carey. Je te tiens responsable. Chaque mot, était une balle tirée avec une précision mortelle. Ton jeu est terminé, ai-je dit. Ma voix retombant, à un calme glacial. Les pots de vin, les sociétés écrans, les mensonges. Tout est terminé. Alors, vas-y et fais ta petite cérémonie. Mets mon frère sur cette scène. Et pendant que tu souriras pour les caméras. Tu ferais bien de te préparer, pour ton jour au tribunal. Tu commets une grave erreur, a-t-il sifflé. Non, ai-je dit. Ma voix définitive. Mon erreur a été de garder le silence, pendant 7 ans. Cette erreur, est maintenant corrigée. J'ai mis fin à l'appel, avant qu'il ne puisse répondre. Mon pouce, frappant l'écran. Le silence soudain de mon appartement mansardé, était assourdissant. Tout mon corps tremblait, de l'adrénaline d'une bataille livrée, et gagnée. Pour la première fois, le poids écrasant dans ma poitrine, avait disparu. Le fardeau infini d'essayer de regagner leur amour. D'essayer d'être la fille parfaite. S'était évanoui. À sa place, il y avait une clarté profonde et libératrice. Je savais qui j'étais. J'étais un soldat. Et j'avais une mission. J'ai pris une grande inspiration. Ressentant le calme froid et constant d'un guerrier, avant un combat. La rage avait disparu. Remplacée par une détermination pure, et sans mélange. Si vous avez déjà connu ce moment ultime. Où vous saviez que vous ne pouviez plus rester silencieux. Cliquez sur j'aime, pour montrer votre soutien. Et si vous savez ce que l'on ressent, quand on trace enfin une limite. Commentez et plus jamais, ci-dessous. Ma main, désormais ferme, a repris le téléphone. J'ai composé le numéro de Jack. Il a répondu instantanément. Comme s'il attendait. Capitaine. Je n'ai pas perdu de temps en amabilité. Ce n'était pas nécessaire. Le temps de la planification était révolu. Le temps de l'action, était venu. La campagne commence, ai-je dit. Ma voix dénuée de toute hésitation. Maintenant. Mes mots à Jack. La campagne commence maintenant. N'était pas juste une déclaration.
C'était un code d'activation. L'appartement mansardé. Autrefois mon refuge solitaire. S'est transformé du jour au lendemain, en un centre d'opération tactique. La solitude a été remplacée par le bourdonnement sourd des disques durs cryptés. Et l'odeur du café tiède. Jake, faisant appel à son ingéniosité de ranger, a sécurisé le périmètre. Il a installé des détecteurs de mouvement. A effectué un balayage, pour détecter les appareils d'écoute. Et a mis en place un réseau fermé, sur une série d'ordinateurs portables cryptés. Mon tableau de liège, autrefois une carte chaotique de ma douleur, est devenu un véritable tableau d'analyse de cible. Couvert de relevés financiers, de chronologie et de photographies. Reliés par des épingles de couleur. Nous étions une force spéciale de 2 personnes. Opérant en profondeur, en territoire ennemi. Objectif principal, ai-je déclaré, lors de notre première nuit officielle d'opération. Pointant du doigt une photographie fanée de mon grand-père, en uniforme de cérémonie. Nous devons trouver le dernier testament original du général Marcus. C'est la clé de voûte. Tout le reste. Les mensonges. La destruction de réputation. Le vol de mon héritage. Tout cela repose sur le fait qu'ils ont fait disparaître ce document. Jake a hoché la tête, son expression sombre. J'ai une piste. L'ancien avocat de la succession de votre grand-père. Un type nommé Alistair Finch. Il a disparu de la circulation, juste après le décès de votre grand-père. Il a démissionné du barreau. A vendu sa maison. Disparu. La plupart des gens ont supposé qu'il avait pris sa retraite en Floride. Mais Finch n'était pas le genre de gars à aller en Floride. J'ai qu'à taper sur une touche de son ordinateur portable, faisant apparaître un acte de propriété. Je crois savoir où il a caché ses dossiers les plus sensibles. Avant de disparaître. Le lendemain matin, nous avons conduit jusqu'à Baltimore. Notre destination n'était pas un cabinet d'avocats, mais un vieux bâtiment bancaire en ruine, prévu pour la démolition. Utilisant une combinaison d'histoires de couverture plausibles et de compétences qu'il n'avait sûrement pas apprises dans un manuel de l'armée. Jake a convaincu le gardien fatigué du site de nous laisser entrer dans la chambre forte. Dans la pénombre. Entouré de rangées de coffres-forts silencieux et vides. Jake m'a conduite vers un coffre spécifique, tout en bas. Il était enregistré sous un pseudonyme. À l'intérieur, enveloppé dans une feuille de toile cirée jaunie et poussiéreuse, se trouvait une seule enveloppe manille, scellée avec un amas de cire rouge foncé, portant l'empreinte de la chevalière, de mon grand-père. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Mes mains tremblaient, en brisant le sceau. À l'intérieur, se trouvait le testament. Il était simple, direct. Et écrit de la main ferme et décidée, de mon grand-père. Et c'était là. Noir sur blanc. À ma petite fille, le capitaine Paula Kerry. Je lègue une participation majoritaire de 51% dans Kerry Défense Solutions. Participation majoritaire. C'était tout. Mais, glissé derrière le document juridique, se trouvait quelque chose de bien plus précieux. C'était une lettre manuscrite, sur son papier à lettres personnelles. Ma très chère Paula, disait-elle. Je te laisse cet héritage, non pas parce que tu partages mon sang, mais parce que tu partages ma boussole. Tu es un vrai soldat. Ton intégrité est ton armure. Ne laisse jamais personne, pas même tes proches, te convaincre de l'enlever. Ils essaieront. Ne les laisse pas te briser. Une seule larme a coulé de mes yeux, s'écrasant sur le vieux papier craquant. Ce n'était plus seulement une question d'héritage. C'était ma justification. C'était une voix du passé, me rappelant qui j'étais. Le testament nous donnait notre arme juridique. Mais nous avions besoin de plus, pour prouver la conspiration. Un nom, dans les vieux dossiers d'Alistair Finch, nous a conduit à notre prochain arrêt. Une maison de retraite militaire, dans les collines vallonnées de Virginie. Appelée The Old Guard. C'était un endroit paisible, rempli de drapeaux et de souvenirs. Mais il renfermait un secret crucial. Nous étions là, pour voir Madame Gable, l'assistante personnelle de mon grand-père,
pendant plus de 40 ans. Nous l'avons trouvée, assise dans un solarium baigné de soleil. Une femme frêle de près de 90 ans. Les mains nouées par l'arthrite. Mais, les yeux aussi vifs et clairs, qu'un matin d'hiver. Elle a levé les yeux à notre approche. Une lueur complice dans le regard. « Je vous attendais, capitaine », a-t-elle dit. Sa voix, un murmure doux et parcheminé. Elle savait qui j'étais. Elle m'attendait. Elle a raconté le jour, il y a des années, où mon grand-père avait signé le véritable testament. Vos parents étaient là, a-t-elle dit, le regard lointain. Dans son bureau. Ils se sont disputés avec lui. L'ont supplié de le changer. De tout donner à Ethan. Votre père insistait. Mais le général était un homme de principe. Il n'a pas cédé. Elle a fait une pause, me regardant intensément. Je le savais alors. Je savais qu'ils essaieraient quelque chose. Les mains de Madame Gable tremblaient, alors qu'elle cherchait une boîte décorative de biscuits au beurre danois. Posée sur la table à côté d'elle. Elle a tâtonné avec le couvercle. Jake la lui a doucement prise, et l'a ouverte. À l'intérieur, niché parmi des coupures de journaux jaunis. Ce n'était pas un biscuit. Mais une petite photographie carrée. Un Polaroid. Elle l'a pris, avec des doigts mal assurés. Et me l'a tendu. La photo était légèrement passée. Les couleurs, délavées par le temps. Mais l'image était parfaitement claire. C'était mon grand-père, assis à son bureau. Le stylo en main, au-dessus du testament. Debout, juste derrière lui. Une main posée sur sa chaise. Se trouvait son avocat, Alistair Finch. Et à côté de lui. Souriant de toutes ses dents. Presque triomphalement à l'appareil photo. Se trouvait ma mère, Eleanor Carey. Ce sourire. Le même sourire qu'elle affichait au cocktail. Le voir dans ce contexte. Le rendait monstrueux. Je l'ai gardé comme souvenir, a expliqué doucement Madame Gable. En mémoire d'un grand homme. Votre mère a essayé de me la prendre. Elle disait qu'elle était floue. Que je devais la jeter. Mais je l'ai gardée. J'ai toujours su que c'était important. J'ai fixé la photographie. Son poids dans ma main me semblait immense. Ce n'était pas juste une image. C'était une arme. Lors de la déposition préliminaire de mon père pour l'affaire. Ma mère avait juré sous serment qu'elle était à l'extérieur de la ville le jour où le testament avait été signé. Qu'elle n'avait aucune connaissance de son contenu. Ce simple Polaroid oublié prouvait qu'elle avait menti. Il prouvait qu'elle était là. Il prouvait qu'elle faisait partie du complot depuis le tout début. Mon arsenal était presque complet. Nous avions le mobile. Nous avions la preuve du crime. Et maintenant, nous avions le mensonge. Je tenais la photo. Un fragile morceau de papier, qui avait le pouvoir de faire exploser la crédibilité de ma mère. Et de détruire toute leur affaire. Alors que nous nous éloignions de The Old Guard. Une froide prise de conscience s'est imposée à moi. Il m'avait sous-estimé. Mais maintenant, avec une arme comme celle-ci en ma possession. Il n'allait pas se contenter d'attendre le procès. Il viendrait me chercher. La campagne était sur le point d'entrer dans une nouvelle phase, bien plus dangereuse. La découverte de la photo Polaroid, c'était comme verser une seule goutte de sang dans le bassin aux requins. Ils ont pu le sentir. Mon avocate a déposé une motion pour introduire de nouvelles preuves. Et soudainement, l'obstruction agressive de l'équipe juridique de mon père s'est transformée en une frénésie paniquée. Il savait que nous avions quelque chose. Il ne savait juste pas quoi. Quelques jours plus tard, l'appel que j'attendais est enfin arrivé. Ce n'était pas de mon père, le général. Mais de son pion. Mon frère, Ethan. Sa voix était mielleuse de fausse sincérité. Paula. Tout ça est allé trop loin, a-t-il dit. L'inquiétude feinte dans son ton me donnant la chair de poule. Ce n'est pas nous. Rencontrons-nous. Toi, moi, maman et papa. Nous parlerons de tout, en famille. Une dernière fois. Pas d'avocat. Il a suggéré leur chalet privé à l'Ectao. L'Ectao. Ce nom résonnait de souvenirs. C'est là que mon grand-père m'avait appris
à jouer aux échecs, sur un lourd échiquier en marbre près de la cheminée. Il m'avait enseigné la stratégie, la patience. Et il m'avait appris son coup d'ouverture préféré. Le gambit de la dame. Où vous sacrifiez un pion, pour prendre le contrôle du centre de l'échiquier. Je savais que cette invitation était un piège. Mais, alors que la voix de mon grand-père résonnait dans mon esprit, j'ai réalisé que c'était aussi une opportunité. Il m'offrait un pion. J'ai décidé d'accepter le gambit. Ok, Ethan, ai-je dit, d'une voix calme. J'y serai. Le chalet était un monument à la richesse. Une vaste demeure en rondins et en verre, nichée dans les pins. Avec une vue panoramique sur le lac bleu éclatant. L'air à l'intérieur, cependant, était lourd et étouffant. Mon père, ma mère et Ethan étaient disposés dans le salon caverneux, comme un tribunal. L'échiquier était toujours là. Posé près de la cheminée froide et vide. Ils n'ont pas perdu de temps, en mondanité. Mon père a fait glisser un épais document juridique sur la table en séquoia poli. C'était une autre offre de règlement. Celle-ci, avec plus de zéro que la précédente. Une rançon de roi. C'est la dernière offre, Paula, a dit mon père. Sa voix, ne laissant aucune place à la négociation. Signe-la. Nous mettons tout ça derrière nous. Et tu pourras vivre une vie très confortable, loin d'ici. C'était le moment. Le coup d'ouverture. J'ai pris le stylo plus mort de prix qu'ils avaient fourni. J'ai feint l'hésitation. Laissant mon regard errer dans la pièce. Me donnant l'air, petit et dépassé. J'ai regardé Ethan. Qui était affalé dans un fauteuil en cuir. Un air suffisant et triomphant sur le visage. Il me voyait comme un pion. Facilement sacrifié, et retiré de l'échiquier. Il était temps de le laisser commettre son erreur fatale. Je ne comprends pas, ai-je dit. En modulant ma voix, pour paraître faible, incertaine. J'ai regardé mon père. L'avocat, Monsieur Finch. Celui qui a disparu. Que lui est-il vraiment arrivé? La mâchoire de mon père s'est contractée. Mais c'est Ethan, qui a mordu à l'hameçon. Il a laissé échapper un rire condescendant. Oh Paula. Tu es encore tellement naïve. A-t-il ricané, en se levant de sa chaise, et en marchant vers moi. Tournant autour, comme un prédateur. Il appréciait ça. Le sentiment de pouvoir absolu. Tu crois vraiment que le monde joue selon ton petit code d'honneur de West Point? Il s'est penché. Le visage près du mien. Écoute. Papa s'est occupé du vieux. Finch devenait un problème. Il a donc pris sa retraite. Définitivement. Il ne témoignera pas. Il ne fera plus jamais rien. Mon sang s'est glacé. Il l'avait dit si nonchalamment. Comme s'il discutait d'une transaction commerciale de routine. Maintenant. Que veux-tu? A-t-il insisté, sa voix devenant une sourde menace. Veux-tu prendre l'argent, et avoir une belle vie tranquille? Ou veux-tu finir comme lui? Un silence de mort est tombé sur la pièce. J'ai vu un éclair de panique, dans les yeux de ma mère. Mon père a bondi de son siège. Le visage tordu par la rage. Ethan. Ferme ta gueule. Mais, c'était trop tard. La pièce avait été déplacée. Le piège s'était refermé. J'ai lentement reposé le stylo sur la table. Ma main parfaitement stable. Le masque de la victime faible et effrayée s'est dissous de mon visage. Remplacé par l'expression froide et calme d'un soldat qui a sa cible en ligne de mire. J'ai plongé la main dans la poche intérieure de ma veste. Et, j'en ai sorti un petit objet élégant. Un enregistreur vocal numérique, déguisé en stylo. Je l'ai posé sur la table, entre nous. Le minuscule voyant d'enregistrement rouge clignotait toujours. Merci, Ethan, ai-je dit. Ma voix claire et forte. Renseignement confirmé. La couleur a disparu de son visage. Ma mère a laissé échapper un petit halètement étranglé. Mon père avait l'air d'avoir été frappé physiquement. Je me suis levé, et je me suis retourné pour partir. Le son de leurs chuchotements et jurons frénétiques et furieux. Me poursuivant jusqu'à la porte. L'air frais de la montagne
parfumée au pin. Ma semblait pure, propre. Jake m'attendait dans une voiture de location banalisée. Garée un peu plus bas, sur la route. Il m'a regardé, l'expression tendue. « Tu l'as eu ?» J'ai brandi l'enregistreur. Chaque mot. Il a laissé échapper un souffle, qu'il retenait visiblement. Puis, il m'a tendu un deuxième téléphone jetable. « Tu dois entendre ça », a-t-il dit. « Ton père m'a appelé il y a 1 heure. Il a dû obtenir mon numéro, par un de ses anciens contacts militaires. » Jake a appuyé sur lecture. La voix de mon père, tendue par un mélange d'arrogance et de désespoir, a rempli la voiture. « Evans, je sais ce que vous faites. Je sais qui vous êtes. Voici l'accord. 5 millions d'euros en espèces. Vous me livrez ma fille, à un endroit que je préciserai. Et vous vous en allez. Vous refusez. Et vous découvrirez qu'une licence de détective privé est une chose très fragile. » J'ai écouté l'enregistrement. Écouté mon propre père, essayer de m'acheter et de me vendre. Comme une marchandise. Et je n'ai pas ressenti de douleur. Je n'ai pas ressenti de colère. Tout ce que j'ai ressenti, c'était l'inéluctable et silencieuse certitude de la fin de la partie. J'ai regardé Jake. Puis l'enregistreur dans ma main, contenant les aveux d'Ethan. Et enfin, le téléphone, avec la tentative de corruption enregistrée de mon père. Toutes les pièces étaient en place. Le roi était exposé, sans aucun coup à jouer. Un petit sourire froid a effleuré mes lèvres. « Échec et mat », ai-je murmuré. Le jour de l'audience finale. Je suis retourné au palais de justice fédéral. Mais cette fois-ci, c'était différent. Le silence de ma première visite avait été remplacé par la cacophonie chaotique d'une tempête médiatique. Les journalistes encombraient les couloirs. Les flashs de leurs appareils photo crépitant comme des stroboscopes. Leurs questions, un déluge de bruit. Ce n'était plus une affaire familiale privée. C'était l'exécution publique du nom de la famille Kerry. De l'autre côté de la salle d'audience. Je les ai vus. Ma famille. Mais ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. L'arrogance avait disparu. Remplacée par un épuisement creusé et décharné. La posture de fer de mon père s'était affaissée. Le sourire cruel de ma mère avait été effacé. Laissant place au visage pincé et pâle d'une femme terrifiée de tout perdre. Même la suffisance d'Ethan s'était évaporée. Ne laissant qu'une peur puérile dans ses yeux. Ils ressemblaient à ce qu'ils étaient. Vaincus. Leur avocat, Sterling, a fait une dernière tentative désespérée. Alors que je passais devant lui. « Capitaine Kerry », a-t-il sifflé, la voix basse et pressante. « Il n'est pas trop tard, pour un règlement à l'amiable discret. Nous pouvons faire disparaître tout ça. » Je me suis arrêté. Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon propre regard, aussi dur et inflexible que du granit. « Monsieur Sterling », ai-je dit. Ma voix tranchant le léger bourdonnement de la salle d'audience. Le silence est ce qui a permis à la vérité de pourrir dans l'obscurité pendant 7 ans. Aujourd'hui, la vérité va crier. Je suis passé devant lui, sans un mot de plus. Je n'étais plus l'accusé dans le tribunal de l'opinion de leur famille. J'étais la plaignante. Et j'étais armé du poids inébranlable de la vérité. L'audience a commencé. Mon avocate. Une femme pointue et directe nommée Madame Davis. N'a pas perdu de temps. Elle a lancé son assaut. Chaque élément de preuve. Présenté comme un tir d'artillerie, parfaitement ciblé. D'abord, elle a soumis le testament original de mon grand-père. Un halètement a parcouru la salle d'audience. Alors que le document, authentifié par des experts légistes, s'affichait sur les écrans géants. J'ai regardé le visage de ma mère prendre la couleur des cendres. En voyant la signature claire et indéniable. De l'homme dont elle avait essayé de voler l'héritage. Le deuxième round fut la photo Polaroid. Davis a projeté l'image fanée sur les écrans. À la vue de tout le tribunal. Mon grand-père signant le document. Et ma mère. Eleanor Kerry. Affichant son sourire mondain, juste derrière lui.
La même femme, qui avait juré sous serment, qu'elle était à Palm Beach pendant toute cette semaine-là. Les chuchotements dans la salle d'audience, se sont transformés en un murmure choqué. Parjure. Le troisième round, fut l'enregistrement de la tentative de mon père, de soudoyer Jake. Le son de sa voix assurée, et autoritaire. Offrant 5 millions d'euros, pour me trahir. A rempli la salle. L'arrogance pure de cette voix. Flottait dans l'air. Épaisse et empoisonnée. J'ai vu le membre du Congrès, qui avait autrefois ri avec mon père. Le fixer maintenant, avec un dégoût non dissimulé. Le coup fatal final, fut l'enregistrement de l'ECTAO. Davis a fait entendre à la cour l'intégralité de l'échange. Culminant, avec la confession arrogante et horrifiante d'Ethan. Papa s'est occupé du vieux. Finch devenait un problème. Il a donc pris sa retraite. Définitivement. C'est un coup monté. C'est un faux. Ethan a bondi de sa chaise. Sa voix, un hurlement paniqué. Mais, c'était trop tard. Le mal était fait. J'ai regardé mon père. Le général. Le PDG. Le patriarche. S'est finalement effondré. Il n'a pas crié, ni hurlé. Il s'est simplement affaissé. Sa tête tombant entre ses mains. Dans une défaite totale, et absolue. Le roi avait été renversé. Il savait que la partie était terminée. Alors que le chaos dans la salle atteignait son paroxysme. Madame Davis a levé la main. Faisant taire la foule. Votre honneur, a-t-elle dit. Sa voix, résonnant avec solennité. Je voudrais conclure, en lisant la lettre personnelle. Que le général Marcus Carey a jointe à son testament. La juge a hoché la tête. La salle a plongé dans le silence. Tout ce que l'on pouvait entendre. C'était la voix posée de Madame Davis. Lisant les mots d'un grand homme, depuis l'au-delà. Je te laisse cet héritage. Non pas parce que tu partages mon sang. Mais parce que tu partages ma boussole. Tu es un vrai soldat. Ton intégrité est ton armure. Ne laisse jamais personne. Pas même tes proches. Te convaincre de l'enlever. À cet instant. Un unique sanglot étouffé, a brisé le silence. Il venait de la galerie. D'une petite femme âgée, assise à côté de Jake. C'était Madame Gable. Le juge Miller. Le colonel de la marine à la retraite. Avait écouté toute la procédure, avec un visage de pierre, impassible. Maintenant, il a enfin pris la parole. Sa voix, un grondement grave et puissant, qui a immédiatement imposé l'autorité. Il n'a pas regardé les avocats. Mais directement, ma famille. En tant qu'officier, qui a eu le grand honneur de servir, sous les ordres du général Marcus Carey, a-t-il commencé. Ces mots, empreints d'une fureur froide et vertueuse. Je suis personnellement écœuré, par ce qui a été fait pour déshonorer son nom, et son héritage. Il a laissé son regard, se poser sur mon père. Pour un long moment, accablant. Cette cour reconnaît, la validité juridique du testament original, daté et signé par le général Carey. La participation majoritaire dans Carey Défense Solutions est, par la présente, attribuée au capitaine Paula Carey, avec effet immédiat. Il a fait une pause. Ses yeux balayant ma mère, et mon frère. Puis il a levé le maillet en bois. En outre, cette cour trouve des preuves suffisantes, pour maintenir les accusés, Thomas Carey, Eleanor Carey, et Ethan Carey, en détention, dans l'attente de poursuites fédérales, pour les chefs de faux, complot, entrave à la justice. Et implication potentielle. Dans la disparition d'Alistair Finch. Il a abattu le maillet. Le coup sec et définitif. A résonné dans la salle d'audience, comme un coup de fusil. C'était fini. Les US Marshals sont intervenus immédiatement. Leurs mouvements efficaces et impersonnels. J'ai regardé, alors qu'ils s'approchaient de ma famille. Je les ai regardés demander à mon père. Le grand général. De se lever, et de placer ses mains dans son dos. J'ai regardé ma mère. Une femme qui vivait pour les apparences. S'effondrer. Alors que le métal froid des menottes, se refermait sur ses poignets. Au milieu du chaos. Alors qu'on les emmenait.
Mon père a levé les yeux. Son regard a trouvé le mien, à travers la salle bondée. Pendant une fraction de seconde, le bruit des journalistes, les flashs des appareils photo, le murmure de la foule. Tout s'est estompé. Il n'y avait plus de colère dans son regard. Plus de haine. Il n'y avait qu'une vaste étendue vide, de ruines. J'ai vu le fantôme du père que j'avais autrefois vénéré. Et l'étranger qu'il était devenu. J'ai soutenu son regard, non pas avec triomphe. Mais, avec une tristesse profonde et douloureuse. Puis, il a disparu. Emmené par une porte latérale. Hors de la salle d'audience. Et hors de ma vie. La bataille était gagnée. Mais, debout là. Dans les répliques de l'explosion que j'avais déclenchée. Je n'ai ressenti aucune exaltation. Seulement, le silence creux et résonnant, qui suit une guerre. Après le verdict. Après que la tempête de journalistes se soit enfin calmée. J'ai été escorté jusqu'aux appartements du juge Miller. Il m'attendait près de la fenêtre. Sa robe de juge enlevée. Révélant l'uniforme simple et impeccable, d'un colonel de la marine à la retraite. La pièce était calme. Tapissée de livres. Et, sentant le vieux cuir, et la justice. Il s'est retourné pour me faire face. Et, le masque sévère et impartial du juge fédéral, avait été remplacé. Par le regard calme et complice, d'un frère d'armes. Le général Marcus serait fier de vous aujourd'hui, capitaine, a-t-il dit. Sa voix, chaleureuse d'un respect qui dépassait le cadre du tribunal. Il a toujours cru, que la véritable loyauté est envers la vérité. Pas envers le grade, ou le sang. Vous lui avez donné raison. Ces mots, étaient la validation finale dont j'avais besoin. Ce n'était plus seulement, une victoire juridique. C'était une victoire de l'honneur. C'était l'approbation pleine et entière, du monde que mon grand-père avait construit. Le monde auquel j'avais tant lutté pour appartenir. J'ai simplement hoché la tête. Incapable de parler. Et je lui ai fait, le salut le plus impeccable que j'ai jamais effectué. Il me l'a rendu. À l'extérieur du palais de justice, Jake m'attendait. Une présence silencieuse et stable, dans le chaos tourbillonnant. Il m'a protégé. Alors que nous nous frayions un chemin, à travers la foule de caméras, et de microphones. Une journaliste m'a mis un microphone sous le nez, sa voix perçante. Capitaine Kerry. Qu'est-ce que ça fait, d'avoir enfin votre vengeance? Je me suis arrêté. La question flottait dans l'air. J'ai regardé la journaliste. Mais, je parlais au monde entier. Il n'a jamais été question de vengeance, ai-je dit. Ma voix posée et claire. Portant au-dessus du vacarme. La vengeance, c'est pour le passé. Ceci, concernait l'avenir. C'était le recalibrage, d'une boussole morale. La mission, est accomplie. Je n'ai répondu à aucune autre question. Jake et moi sommes montés dans sa voiture, et sommes partis. Laissant le bruit, et le spectacle derrière nous. Nous n'avons pas célébré. Il n'y a pas eu de toast au champagne. Ou de cris triomphants. Il n'y avait qu'un profond sentiment de soulagement. La tranquillité profonde, jusqu'à la moelle, d'un soldat qui rentre enfin chez lui. Après une guerre longue et brutale. 1 an plus tard. Beaucoup de choses avaient changé. J'avais terminé ma dernière période de service. Déchargé honorablement, de l'armée que j'aimais. Et, j'avais pris ma place légitime, en tant que PDG de Kerry Défense Solutions. Mais, mon premier acte important en tant que dirigeante, n'a pas eu lieu dans la salle du conseil d'administration. Il a eu lieu, sur les rives de l'Ectao. J'ai conduit jusqu'au chalet toute seule. Le même chalet, où le piège final avait été tendu. C'était la fin de l'après-midi. Et le soleil couchant, jetait une lumière dorée et indulgente, sur l'eau. J'ai marché jusqu'au ponton. Tenant la lettre originale, manuscrite de mon grand-père. J'ai lu ces mots une dernière fois. Les gravant dans mon cœur. Puis, j'ai allumé une allumette. Et, j'ai mis le feu au coin du papier. J'ai regardé les flammes consumer la page. Transformant son écriture forte et confiante, en cendres noires et recroquevillées. Ce n'était pas, un acte d'oubli. C'était un acte de libération. Je gardais la leçon. Mais, je me libérais, du poids de la guerre.
J'ai laissé les cendres glisser de mes doigts, les dispersant sur l'eau bleue et calme. Et avec elle, j'ai lâché prise sur les derniers vestiges de ma douleur. De retour à DC, j'ai commencé le vrai travail. Je ne voulais pas juste diriger l'entreprise. Je voulais reconstruire son âme. Mon père avait dirigé, avec un style de commandement et de contrôle, descendant. J'ai fait l'inverse. Inspiré par les écrits de leaders comme Simon Sinek. J'ai instauré une culture de leadership au service des autres. J'ai écouté mes ingénieurs. J'ai responsabilisé mes managers. J'ai clairement indiqué que notre mission principale n'était pas de maximiser les profits, mais de protéger les soldats qui utilisaient notre équipement. L'honneur, leur ai-je dit, serait notre principe directeur. J'ai également créé la Fondation Marcus Kerry pour un leadership éthique en matière de défense. Une organisation à but non lucratif, dédiée à fournir un soutien juridique et une protection aux lanceurs d'alerte. Pour tout membre des forces armées ou employé de la défense. Qui oserait dire la vérité au pouvoir? Au printemps dernier, j'ai été invité à revenir à West Point pour être la conférencière principale à la cérémonie même de remise des bourses dont j'avais été écarté. Debout sur cette scène sacrée, en regardant l'océan de jeunes visages pleins d'espoir, dans leurs uniformes gris impeccables. Mon parcours avait bouclé la boucle. Après mon discours, une jeune femme cadette s'est levée pour poser une question. Madame, a-t-elle commencé? Sa voix nerveuse, mais déterminée. Après tout ce que vous avez traversé, avez-vous pardonné à votre famille? La question s'est posée sur l'auditorium. J'ai réfléchi pendant un long moment. Non pas à eux, mais à la véritable signification du mot. Dans l'armée, ai-je répondu. Ma voix calme, mais ferme. On ne parle pas beaucoup de pardon. On parle de responsabilité. Et on parle d'aller de l'avant. Ils ont été tenus responsables de leurs actes, par la loi. Et j'ai été tenu responsable, des miens. J'ai regardé, chacun d'entre eux. Les futurs dirigeants de l'armée. Mon action la plus importante maintenant, ai-je poursuivi. Celle pour laquelle je me tiens responsable, chaque jour de ma vie. C'est de bâtir un héritage, dont un soldat peut être fier. De bâtir une entreprise, à laquelle ils peuvent confier leur vie. L'histoire s'arrête ici. Mais mon travail continue. De retour dans mon bureau, le grand portrait intimidant de mon père, qui était autrefois accroché dans la salle du conseil, a disparu. À sa place, j'ai accroché la vieille photo fanée de mon grand-père. En dessous, j'ai fait graver une simple plaque en laiton. Elle ne liste pas ses accomplissements, ni son grade. Elle dit juste 4 mots. Les mots, qui sont devenus ma boussole. Ma constitution. L'honneur se bâtit. Ma guerre est terminée. Mais le travail le plus important, la construction, est quelque chose que nous faisons tous. Tous les jours. Mon histoire n'est qu'un exemple de comment transformer la douleur en une mission. Peut-être construisez-vous une nouvelle carrière après un échec. Reconstruisez-vous une confiance qui a été brisée. Ou bâtissez-vous simplement une vie définie par vos propres valeurs. Et non par les étiquettes que les autres essaient de vous coller. Si vous croyez que notre véritable héritage est ce que nous construisons à partir des cendres, alors s'il vous plaît, aimez cette vidéo pour montrer votre soutien. Et abonnez-vous à la chaîne. Ceci est une communauté pour les survivants, pour les combattants et pour les bâtisseurs. Merci d'avoir écouté.